Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc de 2 exercices corrigés de microéconomie. Ce sont des exercices un petit peu de révision générale. On va parler donc de concurrence pure et parfaite, d'équilibre de marché, de maximisation du profit dans un premier temps. Et puis vous avez un deuxième exercice, donc comme d'habitude, vous avez le lien des exercices dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous cliquez sur le lien. Et donc vous avez un deuxième exercice où lui, on révisera donc l'optimisation de l'utilité, l'optimisation chez le consommateur. Ok? Bien. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez d'abord faire les exercices par vous-même ou simplement les lire tranquillement pour vous imprégner de l'énoncé. Alors, comme exercice, bon, je vous évite le blabla, puisque vous l'avez sous les yeux, donc lisez-le tranquillement par vous-même. En gros, on vous donne 2 fonctions, on est sur un marché classique, sur un marché concurrentiel. On vous donne donc une fonction de demande, donc P de D égale moins X plus 84,5. Et on vous donne une fonction d'offre, 0,65X moins 31. Okay. Et la première question qu'on vous pose, c'est de déterminer donc le prix du marché. Alors, vous doutez bien que lorsqu'on vous dit de déterminer, lorsqu'on vous demande, de déterminer le prix du marché, on ne vous demande rien d'autre que de déterminer ce qu'on appelle le prix d'équilibre du marché. Okay. Déterminer le prix du marché, donc la question impose qu'il n'y en ait qu'un seul, ça ne peut être que le prix d'équilibre. Je vous rappelle que, bien sûr, l'équilibre est donné par l'égalité sur n'importe quel marché. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un marché de concurrence pure et parfaite, ça pourrait être un marché de monopole, un marché de duopole. L'équilibre est toujours donné par l'égalité entre l'offre et la demande. Donc on doit égaliser les 2 fonctions. Je le dis, je le répète quand même par souci. Vous voyez, ici nous avons les fonctions prix en fonction des quantités. Donc nous avons la fonction prix de la demande qui est fonction des quantités, on commence à fatiguer, et l'offre qui est aussi fonction des quantités. Vous avez le droit, lorsque vous cherchez l'équilibre, d'égaliser les fonctions de prix ou bien les fonctions de quantité. Peu importe. Que le prix soit exprimé en fonction des quantités ou que les quantités soient exprimées en fonction des prix, ça ne change rien. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de bien égaliser des fonctions de même nature. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser la fonction de prix de la demande, vous devez aussi utiliser la fonction de prix pour l'offre. Parce que sinon, vous allez égaliser des quantités avec des prix. Et donc, vous allez vous retrouver avec une équation à 2 inconnus. Vous comprenez? Bon. Donc ici, les fonctions sont bien exprimées, les deux en fonction des quantités. Donc, pas de problème, j'ai juste à égaliser. Donc, moins x plus 84,5 égale 0,65x moins 31. Alors, écoutez, ça, c'est du programme de troisième. Donc, je vous laisse résoudre et vous allez trouver la quantité d'équilibre, tout pile, de 70. Okay. Donc, ça, c'est la quantité d'équilibre. Sauf que nous, entre guillemets, on s'en fout un petit peu de la quantité d'équilibre, puisqu'on nous demande le prix d'équilibre. Alors écoutez, pour cette quantité d'équilibre, quelle est en fait, on va dire, la propriété pour cette quantité d'équilibre? Elle porte bien son nom, c'est une quantité d'équilibre. C'est-à-dire que cette quantité de 70 correspond à l'égalité entre l'offre et la demande. Donc une fois que vous avez la quantité d'équilibre, cette quantité d'équilibre, vous la remplacez soit dans la fonction de demande, soit dans la fonction d'offre, peu importe. Puisque de toute façon, l'offre est égale à la demande. Donc vous trouverez le même résultat. Vous comprenez? Les deux sont égales. Donc que vous remplacez 70 dans la demande ou 70 dans l'offre, vous trouverez exactement la même chose. Donc écoutez, prenons la première, la demande. Donc nous allons calculer le prix de la demande en remplaçant donc la quantité par 70. Donc on aura moins 70 plus 84,5, ce qui fait 14,5. Et donc ça, c'est le prix d'équilibre. Ok, 14,5. Donc à l'équilibre, alors je crois qu'on ne nous donne pas les unités dans l'énoncé, on ne sait pas si c'est des kilos, des tonnes, des choses comme ça. Donc à l'équilibre, on vendra, il sera échangé 70 unités à 14,5 euros. On va dire que ce sont des euros ou des francs, 14 francs 50. Bien sûr, le prix est toujours donné à l'unité. Donc c'est 14 francs 50 ou 14,50 euros l'unité. Ce n'est pas pour l'intégralité des 70 quantités.
Ça va? Alors retenez cette information de 14,5, surlignez-la si vous voulez, ou mettez-la sur le côté de votre feuille parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de l'exercice. D'ailleurs, ça arrive tout de suite. Bien, donc mettez sur pause, hein. J'efface donc hop, tranquillement. D'ailleurs, je vais noter le prix d'équilibre tout de suite sur le côté. Bon, le feutre rouge est fatigué, donc je vais utiliser du vert. Je vais le noter ici. Hein. Donc PE, prix d'équilibre, 14,5. Alors la question 2. Alors on vous demande de déterminer la... Donc on vous donne un tableau, hein, vous voyez, donc encore une fois, lisez tranquillement l'énoncé. On vous donne un tableau, donc on vous donne les quantités de 0 à 8. Et en fonction de chaque quantité, on vous donne le coût moyen qui lui est associé. Et on vous demande de déterminer la quantité qui maximise le profit. Bon, on va déjà répondre à la première partie de la question et on verra la suite de la question. Donc on vous demande de déterminer la quantité qui maximise le profit à partir du tableau que l'on vous donne. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de direct, hein, vous ne pouvez pas répondre directement. Pourquoi? Parce que ça, notez-le si vous ne le saviez pas, hein, si vous ne le savez pas. L'information sur le coût moyen, le fait qu'on nous donne le coût moyen, cette information ne suffit pas à déterminer la maximisation du profit. Ok? Donc, le coût moyen ne nous permet pas de déterminer directement, attention, hein, là je ne suis pas en train de vous dire qu'on va le coût moyen, on va le mettre de côté et puis on s'en fout. Non, non, c'est que juste le coût moyen ne nous permet pas de déterminer directement la quantité qui maximise le profit. Pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, vous savez que le profit, je le modélise par la lettre pi. Donc on va devoir passer par des détours, par un détour qui va nous permettre de répondre à cette question. Mais attention, l'information du coût moyen est importante. On va se servir du coût moyen pour répondre à la question tout de même. Donc c'est important ce que je viens d'écrire. Le coût moyen ne nous permet pas de déterminer directement la quantité qui maximise le profit, mais c'est une information qui va être quand même utile. Alors je vous rappelle comme ça, on va y aller, que le profit ce n'est rien d'autre que la recette totale moins le coût total. Ouais. La recette totale, ça porte aussi un autre nom, ça s'appelle le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, en microéconomie, on modélise ça simplement, c'est le prix fois les quantités. Si à la fin du mois, vous voulez savoir quel est votre chiffre d'affaires, si vous supposez que vous ne vendez, par exemple, qu'une seule marque de t-shirt, si vous voulez connaître le chiffre d'affaires de ce t-shirt, vous allez multiplier les quantités que vous avez vendues par le prix du t-shirt. Donc le chiffre d'affaires, c'est les prix fois les quantités. Le prix fois les quantités. Et le coût total, c'est le coût total. Tout ce qu'on sait en microéconomie, c'est que le coût total dépend lui aussi de la production. Plus vous produisez, et plus votre coût total augmente. C'est logique. Alors, maximiser le profit, vous savez qu'en mathématiques, lorsqu'on cherche un maximum ou un minimum, on utilise la dérivée. Et notamment, on stipule qu'un extrémum est atteint lorsque la dérivée s'annule. C'est-à-dire lorsque la dérivée est égale à 0. Là, je fais un rappel. Normalement, vous êtes censé savoir ça. Vous savez que dans l'exercice, on est dans un cadre de concurrence pure et parfaite, dans un cadre concurrentiel. Vous devez savoir déjà la conclusion de ce que je vais dire. Mais je fais quand même la petite démonstration. C'est pas grave, on a un petit peu de temps devant nous. Donc, pour maximiser le profit, nous allons dériver le profit. Alors, quelle est la variable? Quand vous avez une fonction f de x, vous dérivez par rapport à x. Vous calculez f' de x. Ici, quelle est la variable centrale? C'est la quantité. Ok? C'est-à-dire que si je cherchais à représenter graphiquement mon profit, j'aurais les quantités en abscisse et le profit en ordonnée. Le profit dépend des quantités, puisque on a dit que le chiffre d'affaires dépendait de Q et que le coût total dépendait de Q. Donc la variable, c'est Q. Ouais. Et d'ailleurs, le profit, je le dis, il a une forme plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'il est concave en microéconomie. Donc je vais dériver le profit par rapport aux quantités.
Et comme je l'ai dit, pour rechercher un maximum, on l'égalise à 0. Alors là, vous pourriez me faire une petite objection en me disant « Oui, mais attendez, monsieur, est-ce qu'on est sûr que c'est un maximum? Est-ce que c'est pas un minimum ?» Ben non, parce que je vous ai dit que la fonction de profit, elle était supposée concave. Donc forcément, en dérivant, en annulant la dérivée du profit, vous allez forcément chercher le maximum. Il n'y a pas de minimum, si vous préférez. Donc si je dérive cette petite fonction légère, donc P fois Q, si je dérive par rapport à Q, ben, il va rester P. Et si je dérive le coût total, qu'est-ce que ça me donne? Vous devez le savoir, ça par contre. La dérivée du coût total, c'est ce qu'on appelle le coût marginal. Et donc la condition de maximisation du profit, c'est que le prix moins le coût marginal est égal à 0. Et ça, donc normalement, vous l'avez dans votre cours. La maximisation du profit en concurrence est donnée par l'égalité entre le prix et le coût marginal. Ouais. Sauf que moi, le prix, je l'ai. Je sais que sur mon marché, le prix vaut 14,5. Qu'est-ce qui me manque? Eh oui, il me manque le coût marginal. Mais c'est pas grave, parce que dans le tableau, vous avez le coût moyen. Ok? Eh bien, nous allons passer du coût moyen au coût marginal. Et vous allez voir comment. Ok. Bien. Donc mettez sur pause, j'efface tranquillement. Alors, on va d'abord passer par la petite formule. Quelle est la formule du coût moyen? Vous devez savoir que le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités. Okay. Donc le coût moyen que vous avez dans le tableau, il a été obtenu en faisant coût total divisé par quantité. Ça veut donc dire qu'à partir déjà du coût moyen, je peux retrouver le coût total. Pourquoi? Parce que si le coût moyen c'est CT sur Q, ça veut dire que le coût total, c'est le coût moyen multiplié par les quantités. Donc retenez ça, hein, gardez-le, hein, P égale coût marginal. P égale coût marginal. Donc je vais reproduire le tableau. Donc on a les quantités de 0 à 8. Donc faites-le en même temps que moi. Hein. Donc on a le coût moyen. Donc pour 0, ça n'a pas de sens, évidemment. Donc 10, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 9 et 11, 75. Et donc, comme je viens de le dire à l'instant, à partir du coût moyen, nous allons pouvoir retrouver le coût total en faisant simplement le coût moyen multiplié par les quantités. Donc pour 0, encore une fois, c'est une absurdité, ça n'a pas de sens. Donc, regardez, pour le premier, vous allez vite comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous faites le coût moyen multiplié par la quantité. En gros, vous additionnez les deux lignes. Donc vous faites 10 fois 1, ça fait 10. 2 fois 7, ça fait 14. 3 fois 5,5, ça fait 16,5. 4 fois 5, ça fait 20. 5 fois 5,5, ça fait 27,5. 6 fois 7, ça fait 42. 7 fois 9, ça fait 63. Et 8 fois 11, 75. Ne demandez pas de le faire de tête, hein, si vous voulez. Ça fait 94. Voilà, vous avez retrouvé votre coût total. Ok, on y arrive. Comment déterminer maintenant le coût marginal? Une fois que vous avez le coût total, c'est très facile. Hein. Alors, vous connaissez la formule, je vous ai dit que le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Mais là, la notion de dérivée n'a pas de sens, puisque vous avez un tableau, vous n'avez pas de fonction. Vous comprenez? Quand vous avez un tableau, le coût marginal, tout simplement, regardez, on soustrait les coûts totaux, c'est-à-dire, on prend le coût total moins celui d'avant, CT1 moins CT0. Quand je dis CT1, c'était le 1 et le 0, c'est pas une question d'année, c'est pas... Non, c'est juste, c'est le suivant moins le précédent. Sinon, vous allez le voir en pratique, c'est très facile. Et vous divisez par la quantité suivante moins la quantité précédente. Regardez. Avec le premier cas, vous allez comprendre. Donc, encore une fois, pour 0, le coût marginal n'existe pas. Bon, je vois que la luminosité diminue, mais je crois que c'est toujours visible. Donc, regardez, comment je vais déterminer le premier coût marginal? Bon, là, comme il y a un trait, comme il n'y en a pas, vous supposez que c'est 0 hein, dans votre esprit. Donc, on prend le coût total.
on enlève le précédent, donc 10 moins 0, et on divise par la différence des quantités, 1 moins 0. Donc 10 moins 0, ça fait 10, 1 moins 0, ça fait 1, donc 10 sur 1, ça fait 10. Le deuxième, regardez, vous allez commencer à comprendre. Vous allez faire 14 moins 10, ça fait 4, divisé par 2 moins 1. Et là, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, la différence des quantités, ça vous donnera toujours 1. Parce que vous allez faire 2 moins 1, ça fait 1, 3 moins 2, ça fait 1, 4 moins 3, ça fait 1. Donc en gros, le dénominateur, vous l'oubliez. Vous le mettez de côté. Le dénominateur ici n'a aucune importance. À chaque fois, on va diviser par 1. Vous comprenez? Donc 14 moins 10, ça fait 4. 16,5 moins 14, ça fait 2,5. 20 moins 16, donc ça fait 3,5. Ensuite 7,5. 42 moins 27, ça fait 14,5. Ah, ça nous dit quelque chose, ça. 63 moins 42, ça fait 21. Et 94 moins 63, ça fait 31. Et là, vous avez votre coût marginal. Je vous rappelle que nous voulons la quantité qui maximise le profit. Nous savons que la maximisation du profit se fait lorsque le prix est égal au coût marginal. Nous savons que le prix, il est de 14,5. Autrement dit, si le prix, il vaut 14,5, ça veut dire que le coût marginal doit aussi être égal à 14,5. Or, à quel moment le coût marginal est égal à 14,5? Eh bien, il est ici. Et quelle est la quantité correspondante? C'est 6. Donc, la quantité, je mets ici, qui maximise le profit, c'est 6. L'entreprise n'a qu'à vendre 6 unités pour maximiser son profit. J'aurais pu le noter là, mais avec le reflet, c'est pas terrible. Surtout en vert. Yes? Alors, on vous demande de calculer ce profit. Bon, voilà, c'est facile. Là, je vais le faire dans le reflet, c'est pas grave. Donc, on demande de calculer le profit qui est le profit maximum. Bah, écoutez, on a dit que le profit, c'était le prix fois les quantités moins le coût total. Bah, le prix, il vaut 14,5. Les quantités, elles valent 6, moins le coût total. Bah, le coût total, c'est la troisième ligne. Or, pour 6 unités, le coût total, il vaut 42. Et donc, vous allez trouver 45. Voilà. Ça, c'est le profit maximum. Ça va? Voilà donc pour ce premier exercice. Je crois que je n'ai rien oublié. Bien, donc mettez sur pause. Un peu de spray. Voilà. C'est mieux. Quoi qu'on peut. Ah oui, voilà. Alors, deuxième exercice. Donc là, on va parler de l'optimisation de l'utilité du consommateur. Donc, on va revoir le Lagrangien, etc. etc. Donc, le blabla, vous le lisez tranquillement vous-même. Oula, attends. C'est mouillé, mon feutre. Voilà. Alors, on vous donne une fonction d'utilité. Alors, c'est une fonction d'utilité extrêmement simple. X fois Y. Je vois que c'est encore un peu mouillé. Ah oui. Ah oui. Donc l'utilité, c'est simplement le produit donc, des quantités consommées. Alors c'est l'une des fonctions d'utilité les plus faciles à traiter. On vous dit que le prix de X, c'est 10, le prix de Y, c'est 20, et que le revenu du consommateur est de 1500. Première question. Alors d'habitude, elle n'arrive pas forcément en premier, cette question, mais ça change justement de d'habitude. On vous demande de déterminer les fonctions de demande. Donc la fonction de demande de X et la fonction de demande de Y.
Alors, petit rappel, une fonction de demande, vous savez ce que c'est. Ça exprime le lien mathématique. Ça exprime le lien mathématique entre le prix d'un bien et sa quantité. Oui. Donc c'est le lien mathématique entre le prix d'un bien et sa quantité. Autrement dit, la fonction de demande de x, eh ben, c'est tout simplement le lien entre, donc je vais l'exprimer comme ça, entre la quantité de x et le prix de x. Okay, et la fonction de demande de y, eh bien c'est la quantité de y en fonction du prix de y. Bref, c'est les fonctions traditionnelles, quoi. X égale 1000 moins 2p. Vous comprenez? C'est le lien entre la quantité et son prix. Alors moi, je suis un peu loin de tout ça, parce que j'ai la fonction d'utilité, et puis c'est tout. Alors oui, j'ai le prix, mais bon, le prix, on s'en fout, puisque justement, on veut une fonction où le prix est une variable, pas une donnée. Hein, on cherche une fonction. Et le revenu, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Alors, donc là, vous allez me suivre attentivement, hein, puisque c'est la procédure habituelle. Alors, il y a plusieurs manières de faire, hein, ça dépend des enseignants. Moi, je vous donne ma façon de faire, mais qui est normalement une façon qui est très conventionnelle. Normalement, c'est une façon que vous allez forcément retrouver dans votre cours. Les fonctions de demande, il faut savoir que quand on vous donne une fonction de demande, elle n'est pas sortie comme ça de nulle part. Hein. Je sais pas, la fonction de demande de l'individu lambda pour du café, on ne lui demande pas alors c'est quoi toi ta fonction de demande pour le café? Vous comprenez, ça ne se passe pas comme ça. La fonction de demande en microéconomie, elle respecte un critère qui est fondamental. C'est que cette fonction de demande, donc, elle respecte, on va dire, une contrainte, on va l'appeler plutôt comme ça. Elle respecte une contrainte qui est quoi? Qui est la maximisation de l'utilité du consommateur. Les fonctions de demande microéconomiques sont établies en supposant toujours que l'utilité du consommateur est maximisée. Vous voyez, quand je dis que les fonctions de demande ne sortent pas de nulle part, c'est qu'elles sont soumises à la maximisation de l'utilité. Eh bien, allons-y. Maximisons l'utilité de ce consommateur pour le bien X et pour le bien Y. Et puis, on va voir où ça va nous amener. Nous, tout ce qu'on veut, c'est une fonction qui fait dépendre les quantités du prix. Si on obtient ça, on a trouvé la fonction de demande. Ok? On veut une fonction qui fait dépendre les quantités du prix. Ou le prix des quantités, ça n'a pas d'importance. Or, la maximisation de l'utilité, eh oui, nous allons utiliser le Lagrangien. Le Lagrangien est la technique mathématique pour maximiser l'utilité, ici, du consommateur, sous contrainte d'un certain niveau de revenu. Donc on est parti pour un Lagrangien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tout ça pour ça, oui, tout ça pour ça. Donc mettez sur pause. C'est la question la plus difficile. Hein. Les questions suivantes, vous allez voir que ça va s'enchaîner très, très facilement. Donc on y va, donc ça normalement vous êtes censé le savoir. Hein. Donc le Lagrangien, comment on l'écrit? C'est très simple, c'est la fonction d'utilité, moins ce qu'on appelle un lambda, on appelle ça le multiplicateur de Lagrange. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? Alors ne prenez pas les valeurs, raisonnez de manière théorique. On remplacera les valeurs lorsque ce sera nécessaire. Okay. Et en fait, ici, on va écrire dans ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Donc la contrainte budgétaire, vous devez le savoir. C'est le revenu moins le prix de X fois X moins le prix de Y fois Y. Ouais. Avec ce Lagrangien, nous allons faire trois choses. Nous allons dériver 3 fois. Une fois par rapport à X, on va l'égaliser à 0. On va le dériver par rapport à Y, on va l'égaliser à 0. Et on va le dériver par rapport à lambda, et on va l'égaliser à 0. Nous aurons donc 3 équations.
Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le lambda qui multiplie toute une parenthèse, n'hésitez pas à développer. C'est-à-dire que mon Lagrangien, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vais le réécrire xy, donc, et je vais développer le lambda. Donc, on aura moins lambda r, plus lambda px fois x, plus lambda py fois y. Ouais, voilà. Ça, c'est pour la dérivée, hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les dérivés, avec le produit de deux expressions, comme ça. Donc, je dérive par rapport à x. Je vous rappelle que nous avons une fonction à deux variables, x et y sont mes variables. Lorsque vous dérivez une fonction par rapport à une variable, ça j'ai fait plein de vidéos, hein. Allez dans ma playlist microéconomie, je fais des vidéos en détail là-dessus, même pas où la playlist aussi technique mathématique pour économistes. Lorsque vous dérivez par rapport à une variable, vous considérez l'autre comme une constante. C'est-à-dire que dans votre tête, là, si je dérive par rapport à x, y c'est une constante. Je ne sais pas moi, dites-vous que y vaut 2. Ok? Donc si je dérive ça, on aura y, puisque la dérivée de x, ça fait 1. Okay. Bon, lambda r, ça fait 0, puisque c'est une constante. Et donc, il va rester lambda px. Okay, c'est pareil, hein, la dérivée de x, ça vaut 1. Donc, il va rester uniquement la constante qui est collée au x, c'est-à-dire lambda px. Et lambda py fois y, c'est une constante. Donc, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Et on l'égalise à 0. Y, ben, on va trouver le corollaire, c'est-à-dire on va trouver x plus lambda py. Et si je dérive par rapport à lambda, bah, dérivez à chaque fois par rapport à lambda, et en fait vous allez retrouver votre contrainte budgétaire, c'est-à-dire r moins px fois x moins py fois y. Ouais. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste passer, donc dans les deux premières équations, je vais passer les lambdas de l'autre côté. Donc on aura dans la première y égale moins lambda px, et là on aura x égale moins lambda py. Et la troisième, vous n'y touchez pas, laissez-la comme ça. Ouais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les deux premières équations. Alors, vous allez dire comment ça? On divise deux équations, il y a deux signes égaux. Alors, bien sûr, les deux signes égaux, vous ne les divisez pas. Hein. Ok, enfin, égal divisé par égal, ça fait égal. Donc, en fait, vous divisez ce qu'il y a à gauche et vous divisez ce qu'il y a à droite et vous mettez un égal entre les deux. Ok, donc, on aura y divisé, donc, on fait l'équation 1 divisée par l'équation 2. Donc, on aura y sur x égale moins lambda px sur moins lambda py. Je fais tout ça parce que je cherche à maximiser l'utilité de mon consommateur. Hein. Bon, je vais simplifier ce qui est simplifiable. Regardez, vous avez à droite, vous avez moins lambda px sur moins lambda py. Bah oui, hein, les moins lambda disparaissent. Hein. Et donc, il vous reste y sur x égale px sur py. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez exprimer y en fonction de x. Bon, il n'y a rien de compliqué, il suffit de repasser le x de l'autre côté, donc on aura y égale px fois x sur py. Ouais. Hein, donc le sur x, en le faisant passer de l'autre côté, il devient une multiplication, donc fois x. Bien, une fois que vous avez obtenu ça, vous allez reprendre votre contrainte budgétaire. Vous vous souvenez la troisième équation là qu'on a laissée de côté? C'est-à-dire r moins px fois x moins py fois y égale 0. Vous la reprenez et vous remplacez y par son expression en fonction de x. Donc on aura r moins px fois x
moins py multiplié donc par y, c'est-à-dire px fois x sur py égale 0. Ok, on y arrive. Hein. Là, c'est là, on est à la fin, là. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Bon, encore une fois, on va simplifier ce qui est simplifiable. Regardez, vous avez py ici et vous avez py au dénominateur. Donc, bien sûr, les py se simplifient. Donc, il nous reste r moins px fois x, moins, et il reste px fois x, égale 0. Je vous rappelle que nous voulons une fonction où la quantité dépend du prix. La quantité, c'est x, le prix, c'est px. Du coup, r, vous êtes autorisé à le remplacer par sa valeur. Donc, on aura... Parce que, en fait, r, c'est pas une variable, on s'en fout de r. Vous comprenez? On ne veut pas une fonction qui dépende de r. On veut une fonction qui dépende du prix. Donc, je remplace r. En fait, je considère r comme étant fixé. Alors, vous avez vu, vous avez moins px fois x, moins px fois x. Donc, vous avez 2 fois px fois x. Hein moins x, ça fait moins 2x. Et bien, moins px fois x, ça fait moins 2px. Et bien, regardez, c'est pas formidable. On a px, on a x. Et bien quoi? Et bien, il ne nous reste plus qu'à exprimer x en fonction de px. Et on aura notre fonction de demande de x. On aura bien exprimé la quantité en fonction du prix. Donc on aura 1500 égale 2px fois x. Ok, j'ai fait passer le moins 2px fois x de l'autre côté, à droite. Donc on aura 1500 égale 2px fois x. Je fais passer le 2, donc 1500 divisé par 2, ça fait 750, égale px fois x. Et donc je pourrais dire, donc ma fonction x, je fais passer le prix de l'autre côté, on aura 750 divisé par px. Et là, vous avez bien exprimé les quantités de x en fonction de leur prix. Vous avez bien la fonction de demande de x. Mais vous n'avez pas n'importe quelle fonction de demande. Vous avez la fonction de demande de x qui maximise l'utilité du consommateur. Parce que l'utilisation du Lagrangien, c'était dans l'optique, c'était dans le but de maximiser l'utilité du consommateur. Ok? Bien, donc nous avons trouvé la fonction de demande de x, hein, comme je vais me répéter, qui maximise donc l'utilité du consommateur. Donc on peut même mettre xd, hein, si vous voulez, fonction de demande, la quantité en fonction du prix. Alors on va faire la même chose pour y. Vous allez voir que ça va être un petit peu plus rapide, hein, puisqu'on a déjà fait le plus gros du boulot. Pourquoi? Bah parce que, regardez, vous savez que y, c'est px fois x sur py. Donc vous recopiez, hein, mais là c'est la magie du tableau, vous remplacez simplement x par son expression, hop, c'est-à-dire 750 sur px. Ok? Et donc vous aurez y égale px sur px, ça s'annule, et donc il reste 750 sur py. Et là vous avez donc la fonction de demande de y. Petite question, est-ce que c'est surprenant que les fonctions en fait sont similaires? Bah pas du tout. Puisque la fonction d'utilité, x fois y, vous comprenez, en fait il y a symétrie. On aurait eu x puissance 1/2 fois y, là les deux fonctions auraient été différentes. Mais là la fonction d'utilité c'est x fois y, donc ce que je veux vous dire c'est que c'est la même chose. Hein, c'est pour ça que les fonctions de demande sont identiques. Donc d'ailleurs ce sont des fonctions de demande inverses. Ce que j'entends par là c'est que si on devait représenter donc y et py, si on devait les représenter donc sur un graphique, ces fonctions-là, hein, vous pouvez faire un tableau sur votre calculatrice, hein, mais elles auraient une forme qui serait comme ça. C'est-à-dire la forme d'une fonction inverse. Enfin, elle serait peut-être un petit peu plus haut. Bien, alors on vous demande, donc là vous allez voir les questions suivantes, ça s'enchaîne très facilement. On vous demande les quantités de x et de y qui maximisent l'utilité du consommateur. Bah, vous ne pensez pas qu'on a fait tout le boulot là? On a dit que ces fonctions de demande, donc les fonctions de demande de x et de y maximisent l'utilité.
Et bien, si vous voulez connaître la quantité de x et la quantité de y qui maximise l'utilité, vous avez juste à remplacer dans les fonctions de demande px par 10, donc ça fait 75, et py par 20. En fait, vous prenez les fonctions de demande et vous remplacez les prix. Ok, donc ça fait 37,5. Tout simplement. Je vous dis, on a fait tout le boulot. À partir du moment où vous avez fait le Lagrangien, vous avez fait tout le boulot. Alors on vous demande de déterminer le niveau de l'utilité. Bah, écoutez, l'utilité optimale, bah, c'est x fois y. Donc c'est 75 fois 37,5. Si vous voulez. Ça fait 2812,5. Voilà. Ça, c'est l'utilité maximale. Le consommateur ne pourra pas dépasser 2812,5 en termes de satisfaction, en termes d'utilité, en termes de bien-être, en termes de bonheur, tout ce que vous voulez. Et la dernière question, donc on vous demande la courbe d'indifférence. Alors oui, donc la courbe d'indifférence. Alors écoutez, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Attention, approchez-vous. Mais une courbe d'indifférence, c'est une courbe. Wow. Oui, mais attendez, parce qu'au-delà du côté comique, voilà, je ne peux pas faire plus. En termes voilà. Non, c'est que si c'est une courbe, ça veut dire qu'il y a une fonction qui lui est associée. Et c'est cette fonction, moi, que je recherche. Alors, c'est pas très compliqué, la courbe d'indifférence. C'est que vous partez de la fonction d'utilité et vous allez exprimer y comme une fonction de x et de l'utilité. Mais attention, je mets u bar. Pourquoi? C'est-à-dire que le niveau d'utilité, il doit être fixé. Donc, la courbe d'indifférence, sa fonction, c'est la fonction d'utilité, mais retravaillée. C'est-à-dire que la fonction d'utilité, vous exprimez y comme une fonction de x et de l'utilité, mais avec un niveau d'utilité qui est fixé. Pourquoi? Parce que si le niveau d'utilité n'est pas fixé, vous pouvez imaginer tout un tas de niveaux d'utilité. En fait, si vous préférez, l'utilité, je peux remplacer par ce que je veux. Je peux remplacer par 1, 2, 3, 4, 5, 1 million, 1 milliard, etc. Ça veut donc dire que par définition, il existe une infinité de courbes d'indifférence. Pourquoi il existe une infinité de courbes d'indifférence? Parce qu'il existe une infinité de niveaux d'utilité. Tout simplement. Mais nous, on veut la courbe d'indifférence. Alors c'est quoi la courbe d'indifférence? On n'en veut qu'une. Alors que je viens de vous dire qu'il y en a une infinité. Ben oui, parce qu'en fait, il suffit de remplacer le niveau d'utilité par son optimum. Donc vous remplacez dans la fonction d'utilité, vous remplacez l'utilité par son optimum, par son maximum, et vous exprimez y en fonction de x. Donc voilà la courbe d'indifférence qui est associée. Donc ça, c'est la courbe d'indifférence associée au maximum de l'utilité. Et on voit que c'est une fonction inverse. Alors attention, la courbe d'indifférence se trace dans un plan où vous mettez la quantité du bien x en abscisse, la quantité du bien y en ordonnée. Et on voit que c'est une fonction inverse. Donc voilà. Et l'utilité vaut 2812,5. Okay, donc faites attention, je vais me répéter, mais ça c'est la courbe d'indifférence pour l'utilité maximale. Mais je vous dis, on peut en tracer une infinité si on veut. À chaque fois, vous remplacez la valeur de grand U. Bien, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à m'envoyer par mail des exercices dont vous aimeriez une correction, comme je viens de la faire ici. Donc là, j'ai répondu à la demande d'un abonné qui m'avait envoyé un mail. Au début, je lui ai fait la correction sous format papier en lui envoyant des photos. Mais bon, je me suis dit, non, je vais quand même faire une vidéo, ça sera quand même beaucoup mieux pour lui. Voilà. Voilà, portez-vous bien. Et à la prochaine.